C'est toujours un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le projet Ifouktane dans la région d'Analamang sera mis en place dans un délai de 100 jours, d'après le ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications. L'Ifouktane nous mènera à l'usage de la technologie et du numérique au niveau local et parallèlement à la mise en œuvre de ce projet, l'introduction à l'utilisation de la carte d'identité nationale biométrique qui fait partie de celle définie dans la politique générale de l'État. Détail avec Saïsilma et Sej Anjanab. La digitalisation débutera dans l'Ifouktane. Durant l'époque du Covid-19, Madagascar a commencé à développer la base de données et actuellement, le gouvernement poursuit par l'utilisation du logiciel Ifouktane, un système informatisé qui facilite l'utilisation des services gouvernementaux dans la communauté à partir du carnet par ménage. Cela devrait être mis en œuvre d'ici 100 jours. Cela commencera à Analamang, qui comprend 1650 Fouktanes, a expliqué Taïn Razaf Jamal, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications. C'est à partir de cette base de données que sera développée la carte d'identité nationale biométrique, une procédure qui facilitera l'accès aux services administratifs, voire même le processus électoral. Et parmi les objectifs définis justement dans la politique générale de l'État figure la réduction de la pauvreté, l'amélioration du pouvoir d'achat et la poursuite des efforts entrepris pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Cette politique a été présentée mercredi dernier par le président de la République aux membres du gouvernement. Toujours un reportage de Saï Sylvain. Les Malagasy ont exprimé leur choix le 16 novembre 2023 de poursuivre la politique de développement déjà mise en place par le président de la République depuis 2019, à savoir les 13 Vilran. En 2023, le président de la République Andrazouel a redéfini les priorités. Ainsi, lors de ce deuxième mandat, la réduction de la pauvreté, l'amélioration du pouvoir d'achat pour poursuivre les efforts visant à rattraper le retard de développement à Madagascar sont les objectifs prioritaires. La politique générale du gouvernement se concentrera donc sur 3 piliers principaux à partir de 2024. L'aspect humain est le premier pilier qui inclut l'éducation. Ainsi, le taux de scolarisation des enfants malgaches sera amélioré. Des formations de masse seront octroyées aux jeunes afin qu'ils puissent exercer directement. Dans le domaine de la santé, les 30 hôpitaux de référence devraient pouvoir ouvrir et fonctionner prochainement. Les soins de proximité seront également poursuivis à travers les caravanes médicales et les cliniques mobiles. Il sera également étendu au CSB2 pour prendre en charge les fonds médicaux d'urgence. Deuxième pilier, la promotion de l'industrie et de la transformation économique. Le but est la production locale des besoins quotidiens de la population. La promotion de l'industrie est inévitable si le pays veut se développer. Des zones d'urgence industrielle seront créées en conséquence. La fourniture de machines industrielles dans les différentes régions se poursuivra afin qu'elles puissent exploiter les produits locaux à travers l'ODOF ou One District, One Factory. Le secteur minier ne sera pas en reste. L'objectif est de pouvoir exporter légalement jusqu'à 15 tonnes d'or par an, ce qui devrait rapporter jusqu'à 900 millions de dollars en devises dans la caisse de l'État. Pour y parvenir, une raffinerie d'or sera installée. Cela pourra stabiliser la monnaie malgache car la balance commerciale de Madagascar sera équilibrée. Dans le domaine de l'agriculture, si la production de riz à Madagascar augmente de 25%, soit 1 million de tonnes supplémentaires par an, nous atteindrons l'autosuffisance alimentaire. Par conséquent, il est de mise de promouvoir l'utilisation de nouvelles méthodes de production agricole et risicole, assurer la disponibilité des engrais et des semences pour les agriculteurs et assurer la protection des terres pour les agriculteurs à travers la distribution de cartes foncières, faciliter l'accès aux petits financements et améliorer le marché agricole.
Selon les instructions du président de la République, des usines de transformation d'engrais doivent être installées dans les zones de production de riz dans un délai de 6 mois. La politique générale de l'État a également déterminé que la modernisation de Madagascar devrait être réalisée. Quant aux projets, tous ceux en cours de réalisation, comme l'autoroute Tanatuamasn, le flyover, le téléphérique, la nouvelle ville Tanamaswanj, la RN13, la RN10, la RN6, la RN31 et l'extension du port de Tuamasn seront également poursuivis. Le secteur de l'énergie, le développement du tourisme et le développement du secteur des télécommunications restent également une priorité. Le dernier, troisième pilier de la politique générale de l'État est la bonne gouvernance. Selon le président de la République, le peuple malgache a besoin d'un gouvernement fort, respectueux des valeurs démocratiques et des compétences de gestion. À cet égard, la sécurité et la paix sont une priorité pour le gouvernement, de même que la lutte contre la corruption, la réforme des finances publiques, la répartition du pouvoir, le changement climatique et l'environnement, ainsi que la culture. Il appartient au gouvernement de traduire les politiques générales de l'État définies par le président de la République en un programme de mise en œuvre. Le président de la République exige du gouvernement un résultat palpable afin que la vie des Malagasy soit impactée. La réalisation de cette politique générale de l'État concrétisera la devise Madagascar et Madagascar, Madagascar et Madagascar. Également dans les actualités, dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Antananarive, la région d'Analamangue et la commune urbaine d'Antananarive, à travers la SMA, ou Société municipale d'assainissement, se donnent la main pour le ramassage des ordures. En cette saison de pluie, la quantité des déchets a doublé. L'objectif est de rendre la ville propre d'ici un mois. Un reportage de Natera Goutoumaf et Zaranjansu. Il est 20h, un peu flou. Les camions et les engins s'entraident pour enlever les déchets qui s'y entassent depuis des semaines. Ces ordures occupent presque la moitié de la chaussée et c'est le même constat dans presque tous les quartiers de la capitale. La commune n'arrive plus à suivre le rythme des ramassages. De ce fait, la région Analamangue apporte son aide en envoyant des engins pour renforcer ceux de la commune. De plus, nous sommes en période de pluie durant laquelle on a 2 fois plus de déchets. En effet, si la SMA ou la Société municipale d'assainissement ramasse dans les 600 à 800 tonnes par jour en période sèche, cela atteint les 1500 tonnes actuellement à cause des fruits de saison comme les litchis, selon Naine, chef de service des déchets solides au niveau de la SMA. Par ailleurs, les camions tombent souvent en panne du fait du mauvais état des routes au niveau des décharges, souligne-t-il. De plus, les pièces de rechange coûtent cher et c'est difficile d'en trouver sur place. Il faut souvent les importer, ajoute Naine. Pour cette soirée de jeudi, 27 camions ont été dépêchés pour le ramassage dans plusieurs quartiers avec l'aide des camions et des engins de la région Analamangue. Il est primordial pour le gouvernorat d'Analamangue d'assainir la ville d'Antananarive afin de réaliser les consignes du président de la République, selon le gouverneur. Il en appelle ainsi aux divers ministères pour cela, mais aussi au secteur privé qui peuvent donner la main. La région d'Analamangue a octroyé divers engins comme des tractopelles, des tracteurs et des camions hier soir pour renforcer ceux de la commune urbaine d'Antananarive. Les zones un peu floues, un Davamambe, un Patsakan, un Ospé, un Ous, Béorik, Petite Vitesse, un Djavouang, Manzakaray, Mahavuk ont été concernées par ces ramassages d'ordures. Le travail s'est poursuivi aujourd'hui du côté d'Amboipo. Il est à rappeler qu'outre le ramassage d'ordures, la région Analamangue a entamé hier, du côté des 67 hectares, le curage du canal C3. Des cumuls pluviométriques abondants, entre 80 et 110 mm, persisteront dans le centre-est de Madagascar aujourd'hui et durant la journée de demain, et dans la région d'Iana à compter de ce dimanche, en raison de la présence d'une masse de nuages qui s'est formée dans la partie nord-ouest de Madagascar, annonce Météo Madagascar. Par ailleurs, des précipitations, parfois soutenues, continuent de concerner le centre du pays. Détail avec Oubrasa Manan.
La région Atsnan est toujours placée en alerte rouge de fortes pluies en raison de la masse nuageuse qui traverse le ciel de cette région actuellement, selon Météo Madagascar. Des cumuls pluviométriques abondants, entre 80 et 110 mm, persisteront dans le centre-est de la Grande Île aujourd'hui et demain. Par ailleurs, une masse nuageuse s'est également formée au nord-ouest du pays. Ainsi, selon les prévisions du service de météorologie, la région d'Iana sera placée en alerte jaune à compter de ce dimanche. En effet, l'activité orageuse devrait se renforcer dimanche, notamment sur les régions sud-ouest, ouest, voire une partie des hauts plateaux. Ce phénomène risque de perturber la vie quotidienne de la population, notamment à cause de la montée des eaux de rivières, la stagnation des eaux pluviales ou encore le glissement de bouts de terre. Ainsi, la population dans ces localités sont exhortées de suivre toutes les instructions données par les autorités afin de prévenir tout danger. Mais à part cela, des précipitations parfois soutenues continuent de concerner le centre, l'est, le nord et le nord-ouest de Madagascar. Dans le domaine de l'éducation, une réunion aura lieu tous les 3 à 4 mois entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le collectif des professeurs au niveau des universités afin qu'ils puissent apporter leur contribution dans le développement du secteur de l'enseignement technique et de la recherche scientifique. Le collectif des professeurs est un pilier, un élément incontournable dans le domaine, a affirmé le ministre durant cette rencontre qui s'est tenue hier à son bureau à Fiadanan, Naterakutumafu. Le collectif des professeurs des universités a un rôle et un devoir important dans la réalisation de la vision d'un enseignement supérieur de qualité pour tous et pour le développement, a déclaré hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui les ont reçus dans son bureau à Fiadanan. Afin de concrétiser et de mettre en valeur leurs efforts dans ce domaine, une réunion aura lieu périodiquement entre le ministère et le collectif des professeurs pour pouvoir échanger et contribuer au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un échange qui a eu lieu tous les 3 ou 4 mois, précise le ministre Ndjamanante Naraza Fersan. Ce dernier a également exhorté ses professeurs à contribuer à l'ouverture et à la promotion des universités dans les régions dans le cadre des universités de proximité, dans la promotion des écoles doctorales pour l'indépendance des universités, mais aussi pour trouver des stratégies efficaces pour promouvoir la recherche scientifique. Et dans les actualités sociales, le navire de l'organisme Mercy Ships, Africa Mercy, arrivera au port de Tamatave en début février. D'après le directeur pays de cet organisme, les responsables espèrent effectuer 800 à 1500 interventions chirurgicales gratuites lors de son passage. Détails sur les images de Yves Janel. Mercy Ships, l'organisme international qui propose des interventions chirurgicales gratuites à bord d'un navire, couvre de nombreux types d'interventions chirurgicales. Cela inclut la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie plastique reconstructive, la chirurgie orthopédique pédiatrique et la chirurgie générale. Début février, le grand navire de Mercy Ships, Africa Mercy, arrivera au port de Tuamasin avec plus de 400 professionnels à bord. Le navire quittera East London en Afrique du Sud en fin janvier, selon Espérant Mulumba, directeur pays de Mercy Ships. Durant son séjour à Tuamasin, les responsables estiment que 800 à 1500 interventions chirurgicales seront pratiquées à bord de ce navire qui possède 4 blocs opératoires. La durée d'une intervention chirurgicale est de 30 minutes à 16 heures, selon le cas du patient. Les habitants des 23 régions peuvent bénéficier de ces interventions chirurgicales gratuites, mais Mercy Ships et le ministère de la Santé publique feront la sélection. Février et mai, nous serons en train de mettre en place l'hôpital sur le navire, de l'équipe, de le staffer correctement avec le personnel qu'il faut, mais aussi, comme vous lui avez posé la question tout à l'heure, nous sommes en train d'explorer avec le ministère de la Santé la possibilité, l'opportunité de pouvoir utiliser la présence du navire comme une plateforme pour les internes, pour les stagiaires en chirurgie qui pourraient apprendre autant que possible de ce qui va se faire sur le navire. Pour ceux qui sont loin, Mercy Ships assure l'arrivée des patients à Tuamasin. Les patients seront placés à l'hôpital B avant l'opération.
Ainsi, le patient n'embarquera pas dans le navire avant l'heure de l'intervention chirurgicale, selon toujours les explications. La dernière venue de Mercy Ships à Madagascar date de 2016. Lors de ces 3 interventions dans le pays, 2500 interventions chirurgicales gratuites ont été réalisées. Mercy Ships travaille en pleine collaboration avec le gouvernement malgache par l'intermédiaire du ministère de la Santé publique et le ministère des Affaires étrangères pour mener à bien sa mission dans le pays. Madagascar, la République de Madagascar fait un investissement énorme pour que ceci soit possible. Il est très important de le souligner. Et quel est l'investissement que le gouvernement fait? C'est que le gouvernement nous exonère de plusieurs taxes, de plusieurs coûts, de plusieurs charges, tout le temps que le navire va passer dans le port de Toamasina ne sera pas payé. Donc le temps sera gratuit pour nous dans le port. Donc vous imaginez quelle différence ça fait en termes de coûts. Si on devait payer pour le temps que le navire est dans le port, si on devait payer pour nos taxes, si on devait payer pour les visas. Donc pendant toute la période chirurgicale, nous aurons environ 1500 bénévoles qui vont faire la rotation sur Madagascar. Donc vous imaginez ce que ça coûterait en termes de visa si chaque bénévole devait payer le visa. Alors à travers le ministère des Affaires étrangères, nous sommes en mesure d'obtenir des visas de courtoisie qui font qu'ils viennent gratuitement dans le pays pour la durée nécessaire pour exercer leur travail. Et puis, de nombreux projets et infrastructures aux normes ont été réalisés ou sont actuellement en cours de construction dans le district de Mahanour, ou région Atsinanen, selon le rapport du sénateur de Madagascar, Manassou Donat Tang. Cela touche le secteur de la santé, de l'éducation, de la justice et de l'énergie. Les travaux se poursuivront au cours de ce nouveau mandat du président Anjradouel, selon le sénateur. Sylvain, Natera Koutmav, Zara Djansu. Le district de Mahanour, dans la région Atsinanen, a eu sa part en matière d'infrastructures et de projets pour le développement. Parmi ceux-là, le bureau de la commune urbaine de Mahanour, qui a été ouvert en début de semaine. Ces locaux de la commune avaient été demandés maintes fois par la population, appuyés par le sénateur de Madagascar quand il était à la tête de la municipalité de la ville de Mahanour avant d'être nommé sénateur. Aujourd'hui, c'est le régime du président Anjradouel qui a répondu à nos attentes et a réhabilité les locaux de la commune, affirme le sénateur de Madagascar, Manassou Donatang. En outre, les secteurs de la santé, des sports, de l'éducation, des routes, de l'énergie, mais aussi de la justice ont bénéficié de nouvelles infrastructures, selon toujours les explications. D'autres districts comme Marlambre, ainsi que des régions comme Analandsroof, Ansnanen et bien d'autres ont également bénéficié de diverses infrastructures Manara-Pinch, comme les routes en pavé, les EPP, les CSB, les parcs solaires, les gymnases, entre autres. Mais les habitants de Mahanour attendent toujours avec impatience la poursuite des travaux dans d'autres domaines. Le sénateur de Madagascar a affirmé que les travaux se poursuivront au cours de ce deuxième mandat du président Anjradouel. Et pour terminer les actualités locales, le maire d'Andourane-Fouti a annoncé qu'il se présentera aux prochaines communales. Les membres du TGV ont effectué un congrès hier à Andourane-Fouti. Radraman Zatouf, Anzara Zonarville pour plus de détails. Les leaders du parti TGV Andourane-Fouti, dont le président et les militants de chaque parti, ont tenu un congrès hier. À cette occasion, le leader du parti a remercié les militants d'avoir mené à bien les élections présidentielles de 2023 et dont le résultat a été satisfaisant. Il a également annoncé qu'il se représentera de nouveau au prochain communal. Le congrès a également été l'occasion de fêter le Nouvel An. À l'international, la Corée du Nord dit avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin du Japon en réponse aux exercices militaires navals menés conjointement par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Ces derniers mois, les relations entre les deux Corées se sont fortement détériorées. France 24. Ces images fournies par la Corée du Nord datent de mars 2023. Pyongyang se félicitait alors d'avoir testé avec succès un drone sous-marin capable de provoquer un tsunami nucléaire. Une arme inédite qui refait surface ce vendredi. Dans un communiqué, la Corée du Nord annonce avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin en réponse aux exercices navals conjoints menés par Washington, Séoul et Tokyo. Ces manœuvres entre les 3 pays alliés réunis ce jeudi à Séoul faisaient déjà suite au tir d'un missile balistique par Pyongyang dimanche dernier.
La poursuite par la Corée du Nord du développement de ses programmes nucléaires et balistiques illégaux, le transfert de missiles balistiques et d'autres armes à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine, ses cyberactivités malveillantes et ses violations persistantes des droits de l'homme contre son propre peuple, tout cela exige notre attention et une action coordonnée. Une montée des tensions sur fond de durcissement politique de Pyongyang vis-à-vis de son voisin sud-coréen. Lundi, devant le Parlement, le dirigeant suprême actait l'impossibilité d'une réunification avec Séoul, qualifiée d'ennemi public numéro 1, et la dissolution de plusieurs agences chargées du dialogue. Nous avons dans notre voisinage un État très hostile, la République de Corée, et l'instabilité régionale monte en flèche en raison de l'escalade des tensions militaires menées par les États-Unis. Une évaluation objective montre que le risque d'un affrontement physique menant à la guerre a atteint une ligne rouge. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Réponse du président sud-coréen, son pays ripostera au centuple à toute provocation du Nord. En Haïti, à l'ordre défaillant de l'État, s'est substituée l'impitoyable reine des gangs. Jusqu'à 80% de Port-au-Prince seraient désormais sous leur contrôle. La capitale d'Haïti est en proie à des attaques meurtrières qui se sont intensifiées hier, alors que des manifestations contre l'insécurité touchent le pays. La police semble débordée par la situation actuelle. France 24. La situation s'aggrave de jour en jour pour les Haïtiens vivant à Port-au-Prince. À mesure que les gangs étendent leur contrôle sur la capitale, les habitants sont contraints de trouver un nouvel endroit où vivre. Des bandes armées ont pris ma maison. Je m'étais réfugiée dans un autre quartier, mais ils l'ont également pris d'assaut. Une balle m'a traversé la main. Un ami m'a donné un peu d'argent pour acheter ses comprimés, mais à part ça, je n'ai personne d'autre pour m'aider. C'est la panique dans les quartiers de Solino et Delmas 24 au sud de Port-au-Prince. Si Solino tombe, les résidents craignent que d'autres zones plus épargnées passent aussi sous le contrôle des gangs. Ils ont érigé des barricades dans l'espoir d'éloigner les hommes armés. Dans toute la ville, les habitants appellent désespérément au changement. Ils sont nombreux à estimer que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. La République tout entière doit se lever pour que le Premier ministre prenne des mesures. Nous voulons des élections sans violence. Cela fait 3 ans qu'Ariel Henry est au pouvoir et la population a été assassinée, kidnappée et appauvrie. Aujourd'hui, la population dit stop. Nous n'en pouvons plus. Nous pensons que tous les Haïtiens doivent s'unir pour se débarrasser d'Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry assure l'intérim depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. De nouvelles élections présidentielles sont censées avoir lieu, mais aucune date n'a pour le moment été fixée. Pour lutter contre les gangs, les Nations Unies ont donné en octobre leur feu vert à l'envoi de forces de police supplémentaires en Haïti. Pour l'heure, la venue de cette mission multinationale menée par le Kenya se fait toujours attendre. Le 24 février, cela fera 2 ans que la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine à grandes échelles. Chaque jour, des soldats meurent ou sont faits prisonniers. Début décembre, Kiev et Moscou ont procédé au plus grand échange de prisonniers depuis le début de la guerre. Ils sont plus de 200 à avoir été libérés. France 24. Valentina pensait que son frère était mort. Les soldats de son unité ont juste écrit « Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu le faire sortir ». Une frappe a touché leur position. Mais 10 mois plus tard, elle espère encore, après avoir vu cette vidéo de prisonnier diffusée sur une chaîne Telegram russe. J'étais dans un taxi, j'ai crié et pleuré parce que j'ai vu qu'il était là, vivant. J'ai reconnu sa voix, j'ai compris qu'on ne devait pas s'arrêter de chercher. Avec d'autres proches de soldats disparus au même endroit et au même moment, elle a créé une association. Ces femmes espèrent que parmi les 230 Ukrainiens tout juste libérés, certains pourraient savoir quelque chose. Chaque homme libéré peut avoir des informations sur ce qu'ils ont vu ou avec qui ils ont passé du temps en détention. Nous devons être très prudents pour ne pas les traumatiser davantage.
Nous leur laissons du temps avant de prendre contact avec leur famille. Les gens sont généralement réactifs et veulent aider. Les familles partagent chaque bribe d'informations qu'elles parviennent à glaner. Avec le Comité international de la Croix-Rouge, elles espèrent pousser la Russie à respecter son obligation de partager les listes de détenus. En vertu du droit international humanitaire, les parties ont l'obligation de notifier à la Croix-Rouge le sort et le lieu où se trouvent les potentielles personnes détenues par la partie adverse. Mais souvent, elles ne le font pas. Dans la région de Kiev, cette ONG analyse l'information publiée en source ouverte par les Russes, comme cette vidéo de l'interrogatoire d'un prisonnier ukrainien. Les prisonniers peuvent avoir été menacés et forcés de dire certaines choses. Mais on peut néanmoins déduire de cette vidéo qu'ils n'étaient pas seuls et que ses camarades ont survécu. Nous pouvons découvrir qui ils étaient et supposer qu'ils sont également en détention. L'ONG a aussi un centre d'appel pour soutenir les proches des soldats prisonniers ou disparus. C'était la mère d'un militaire en détention depuis 1 an et demi. Certains des gars prisonniers au même endroit que lui venaient d'être libérés. Ils disaient qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines. Ils devaient se tenir debout 16 heures par jour. Chaque semaine, le centre reçoit près de 1000... Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Viva.